Délibération 15.1. Je vais demander à Annette Legnaud d'en faire la présentation synthétique. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'une délibération qui justifie en quelque sorte l'ouverture partielle à l'urbanisation d'une zone AU, mais fermée, sur le territoire de Palefika. Et cette demande est faite par la SCLE, qui est une entreprise importante que nous connaissons tous, qui est une entreprise de haute technologie spécialisée dans les réseaux haute tension et qui est implantée depuis les années 80, je crois, sur le territoire de Palefika, et qui a besoin, pour maintenir sa pérennité, de la construction d'un bâtiment supplémentaire de 4200 mètres carrés. Donc, le foncier identifié pour cette extension est un foncier qui est à côté de la SCLE, qui appartient d'ailleurs aussi à la SCLE, puisqu'il est occupé par les véhicules des salariés. C'est une zone qui est imperméabilisée, donc ça n'est pas une ouverture ce que l'on pourrait appeler un ENAF qui serait ouvert à l'urbanisation, mais par contre un territoire qui est déjà en zone d'activité et qu'il est nécessaire d'ouvrir à l'urbanisation parce qu'il était en zone AU fermée, je l'ai déjà expliqué. Donc ce projet va faire l'objet d'une modification du PLU, puisque pour intégrer cette extension de constructibilité, et vous l'avez tous compris, c'est dans un intérêt qui est évident pour une entreprise qui est une entreprise que nous connaissons tous et qui est assez, disons, vertueuse. Merci. Y a-t-il des souhaits d'expression? Il n'y en a pas. Madame Morin. Allez-y, Madame Morin. Alors, Monsieur le Président et chers collègues, nous allons voter cette délibération car, comme l'a dit Madame Lignot, il s'agit d'une modification destinée à ouvrir à l'urbanisation une zone qui fait 2700 mètres carrés, qui est déjà artificialisée, qui se situe en bordure de rocade et qui va éviter du trafic routier entre un site extérieur et la SCLE à Palefika. Par contre, c'est pour moi l'occasion d'aborder un autre point en lien direct avec cette délibération, parce qu'alors que le nouveau PLUH est en cours d'élaboration, que les communes sont revenues aux anciens documents d'urbanisme, c'est-à-dire les PLU, plan local d'urbanisme, et les POS, plan d'occupation des sols, la métropole a choisi, sans aucun débat démocratique, de soutenir des modifications de ces plans. 7 communes relèvent d'un POS et n'ont donc aucun moyen de faire des modifications jusqu'au nouveau PLUIH. Pour les 30 communes qui relèvent d'un PLU, 17 ont obtenu l'appui et l'expertise de la métropole pour opérer des modifications et des modifications simplifiées de leur PLU. Au total, 17 communes sur les 37 de la métropole vont donc modifier leurs documents d'urbanisme. Ces modifications vont permettre d'autoriser de nouvelles constructions, dont certaines vont consommer de nouveaux ENAF. Vous savez, ce sont ces espaces naturels, agricoles et forestiers. Ce qui va impacter les choix futurs à opérer dans le cadre du nouveau PLUIH et pose la question de l'équité entre les communes dans le cadre du futur PLUIH. Car du fait de la loi Climat et Résilience, la métropole va devoir limiter grandement sa consommation d'ENAF. Or, les décisions prises en petit comité vont aboutir à consommer une année de droit de consommation d'ENAF. On nous dit qu'il s'agit de projets d'intérêt général. Tout d'abord, rappelons que si nous n'avons plus de PLUH, c'est à cause de cette majorité qui, justement, voulait consommer trop d'espace naturel. Ensuite est invoquée la nécessité de construire du logement social. Le problème, c'est que Jean-Luc Moudenc oublie de nous dire que c'est majoritairement du logement privé qui est construit et que la mise en avant du logement social n'est qu'une caution au final. De plus, les modifications se faisant à l'échelle des communes, cela passera sans l'avis des élus métropolitains et pour les 6 modifications simplifiées, sans enquête publique et donc sans concertation avec les habitants. Ceci alors que ces modifications vont entraîner de nouvelles consommations d'espaces naturels, agricoles et forestiers, qui limiteront à terme le volume global d'ENAF à consommer au cours du prochain PLUIH. Les projets prévus aujourd'hui correspondraient, d'après les dires de la métropole, à une consommation d'ENAF d'une année de PLUIH. Par ailleurs, la métropole nous dit qu'il s'agit de procédures qui seront engagées
pour les points d'objets urgents ne pouvant attendre le PLUiH, selon les conditions suivantes, je cite, « répondre à des objectifs de production de logements locatifs sociaux, permettre la réalisation d'équipements publics, accompagner le développement économique et ne pas avoir d'incidence notable sur l'environnement. » Or, prétendre qu'un an de consommation d'Enaf n'a pas d'incidence notable sur l'environnement, là, ça nous pose problème. De surcroît, quand la métropole nous dit qu'il s'agit de répondre à des objectifs de production de logements, et notamment de logements sociaux, en insistant bien sûr sur ce dernier point, elle oublie de préciser encore une fois que cela aboutira à construire majoritairement du logement privé, un petit peu de logement social pour la classe moyenne et extrêmement peu de logement très social qui correspond pourtant à la demande majoritaire. Si l'objectif était réellement de répondre à la demande de logement social, la politique menée serait tout autre. Alors, pour traiter de manière équitable l'ensemble des communes, et je pense que les maires présents ici devraient y être sensibles, et pour ne pas hypothéquer l'avenir, nous demandons à ce que les modifications de PLU des 3 prochaines années, en attendant le futur PLUiH, ne consomment pas davantage d'espace naturel, comme cette délibération ne soit pas efficace, afin de ne pas impacter les réserves foncières de ces espaces et les dispositions du PLUiH. Donc, en résumé, OK pour des modifications, sauf si ça consomme des Enaf. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc, Mme Lignot va donner des éléments de réponse à notre collègue. Alors, nous avons, Madame Morin a posé toutes ces questions, effectivement, en commission urbanisme, et nous avons eu l'occasion d'abord de répondre à ces questions de façon très, très précise, mais de lui répondre par écrit également. Donc, elle sait fort bien que notre objectif dans la modification des PLU, c'était d'accompagner les élus qui avaient des problèmes liés, qui étaient bloqués par l'annulation du PLUiH, de façon raisonnable, j'entends, mais tout en maintenant les enjeux de sobriété foncière, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que de nouvelles ENAF ouvertes à l'urbanisation, il y en a eu très peu dans les propositions des élus. Nous avons privilégié ce qui était déjà ouvert à l'urbanisation, ce qui dans le PLU actuel était déjà ouvert à l'urbanisation, mais dont les projets étaient bloqués pour d'autres motifs, bien évidemment. Donc nous avons essayé de régler les problèmes, nous l'avons évoqué, les communes qui avaient des besoins d'équipement public, qui avaient des besoins de production de logements sociaux. Et là, je vais m'arrêter un instant. On produit du logement social, mais on le produit sur la base de projets privés aussi. Tous les logements sociaux ne sont pas des projets immobiliers où on trouvera 100% de logements sociaux. Ce sont des projets qui sont d'initiatives privées, de promoteurs immobiliers, et il y a une part de logements sociaux qui est inclus. Donc pour construire, pour produire du logement social, eh bien, on produit aussi du logement tout court. Et on en a aussi besoin de ce logement tout court. Donc les communes qui sont en carence et qui risquent de l'être, nous avons souhaité accompagner leur développement, essayer de faire en sorte qu'en ouvrant à l'urbanisation ou en réglant les problèmes liés au PLU, à la règle du PLU, qui ne permettait pas la production de ces logements sociaux, de le faire. Donc ça a été une priorité, effectivement, pour les logements sociaux. Et je précise que dans la grande majorité des modifications que nous avons souhaitées, il n'y avait pas de consommation supplémentaire d'ENAF. Et les 65 hectares que vous évoquez, c'est pas 65 hectares supplémentaires, c'est 65 hectares tout court, c'est-à-dire ça comprend, y compris, ça se décompte de 2021, c'est ça, c'est le décompte depuis 2021 de ce qui est autorisé et légitimement proposé, puisque le règlement du PLU les autorise, et auquel s'est rajouté, pour certains projets, de 1 hectare par-ci, 1 hectare par-là, je regarde Dominique Faure parce qu'elle en faisait partie, 1 hectare, d'autres communes, c'était dans cet ordre de grandeur, et qui s'est rajouté, effectivement, parce qu'il y avait nécessité de produire du logement social. Et quand on a parlé d'évaluation environnementale, tous les projets ne nécessite pas une évaluation environnementale. Un projet, même si tout projet qui a une extension et une consommation foncière importante devra faire une analyse environnementale, tous les projets ne nécessitent pas
cette évaluation environnementale. Donc dans les modifications, on a privilégié, pour une question tout simplement de planning, on a privilégié tout ce qui ne générait pas des complications administratives, si je peux dire, dans le planning, dont les autorisations environnementales. Mais Madame Morin, je vous en prie, lisez avec attention le courrier que nous vous avons envoyé, qui répond pleinement à tout ce qui a été... tout ce que je viens de dire, mais très très rapidement, mais point par point aux questions que vous avez posées, et qui plus est assorti de toutes les autorisations qui ont été délivrées. Donc vous aurez la possibilité de vérifier que pour ce que nous avons validé en comité restreint, ben ça correspond exactement aux critères que nous avions sélectionnés. Je dis bien, les critères avaient été bien pesé, bien réfléchi pour maintenir l'équité entre les 37 communes de la métropole. Et je crois que c'est important de le préciser. Merci. Oui, Madame Morin, auparavant, je voulais ajouter une chose pour que vous en soyez consciente. Je sais que tout ce qui touche au privé vous fait horreur. Mais 70% des logements sociaux en France sont financièrement portés par le secteur privé. Non, c'est pas vrai. Et s'il n'y avait pas le secteur privé, si on suivait votre schéma, si on faisait en sorte que 100% des logements sociaux soient portés par le secteur public, ben je peux vous dire que ça irait moins vite parce que ça nous contraindrait, ça nous créerait des contraintes financières considérables que nous n'avons pas. Donc je crois qu'il faut là aussi ne pas raisonner de manière binaire et manichéenne. Et il faut plutôt rechercher la complémentarité entre le privé et le public plutôt que d'être toujours dans des oppositions stériles de principe, mais qui, en réalité, ne produisent rien. Allez-y, madame. Oui, je vous remercie pour ces précisions. Et pour répondre à madame Legnaud, j'ai bien lu, et je vous en remercie, les documents que vous m'avez adressés. Je les ai lus avec attention. Et c'est d'ailleurs de ces documents que j'ai tiré les chiffres de consommation d'Enaf. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ça correspond quand même à 1 an de consommation d'Enaf. Et qui, effectivement, sont basés sur le PLU. Mais pourquoi ils sont basés sur le PLU? Encore une fois, parce que votre majorité a trouvé le moyen de faire un PLUH qui est tombé devant la justice. Donc, je crois qu'il ne faut pas inverser le sens des responsabilités. Par ailleurs, moi, ce qui me pose problème, et j'ai tenté de l'expliquer, c'est le problème de l'équité entre les communes. Vous avez les communes qui, quoi qu'elles fassent, parce qu'elles ont un POS à cause de la chute du PLIH, se retrouvent dans l'impossibilité de prendre aucune décision en la matière. Comment est-ce que vous pouvez autoriser d'autres communes que celles qui ont un POS à pouvoir consommer des Enaf alors que celles qui ont des POS ne le peuvent pas? Ça pose ce problème d'équité entre les communes. Et comment est-ce que vous allez régler cette histoire de consommation d'Enaf quand le PLUH sera un nouveau PLUH sera en vigueur? Et vous me parlez, monsieur le Président, de la question du secteur privé qui porte, selon vous, le logement social. Je pense qu'il s'agit d'une erreur de votre part parce que, effectivement, le secteur privé produit beaucoup de logements pour le secteur social. Mais pourquoi est-ce qu'il prévoit? Pourquoi il produit du logement pour le secteur social? Parce que depuis des années, on a une inflation de la construction en VFA, ce qui est extrêmement pernicieux. Moi, je me permettrai de vous rappeler quelques points à ce sujet. C'est à une époque, il y a encore 10 ou 15 ans, il y avait extrêmement peu de projets de logements sociaux qui étaient construits en VFA. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve face à cette situation aujourd'hui? Parce que, au départ, après la crise de 2008, ça a beaucoup arrangé le secteur privé que les bailleurs sociaux achètent des logements en VFA parce que ça leur a permis d'avoir de la trésorerie. Donc là, on peut dire que c'est le logement social qui a aidé le secteur privé et non pas le contraire. Et aujourd'hui, de mauvaises habitudes ont été prises, encouragées par les pouvoirs publics, et ça surenchérit le coût de production du logement social. Donc ça pose une vraie problématique. En plus, sur le plan de la réglementation et sur le plan de la qualité des constructions, le bailleur n'a plus grand-chose à dire sur ces qualités de construction. Et donc, ça pose des problèmes qui, de mon point de vue, sont extrêmement importants. Donc, moi, je vous invite vraiment à éviter les VFA pour la construction de logements sociaux. Ça fait partie de ce qu'on pourra porter à l'occasion de la construction du PLUIH. Mais répondez-moi sur la question, qu'est-ce que vous comptez faire pour rééquilibrer, pour permettre un équilibre entre les communes, celles qui peuvent bâtir et celles qui ne peuvent pas pendant 3 ans? On va vous répondre auparavant. Je précise que vous faites une erreur lorsque vous dites le PLUH de votre majorité. Le PLUH n'a pas été travaillé selon une majorité politique. Il a été travaillé en collectif et lorsque le vote est intervenu, vous n'étiez pas encore élu, tous les maires l'ont voté, y compris le maire qui fait partie du groupe auquel vous appartenez,
Ce qui veut bien dire qu'on n'était pas dans une approche politique, mais dans quelque chose de très très partagé. Enfin, politique au sens de majorité. On était évidemment, on fait des choix politiques au sens de police, la cité, mais pas au sens d'une majorité. Annette Lénion. Peut-être juste d'un mot, et Madame Lénion complétera. En vous écoutant, je pense qu'il y a peut-être une légère confusion dans ce que vous dites. Ce n'est pas parce que certaines communes n'entrent pas dans le champ d'une modification de leurs documents d'urbanisme, les PLU donc, ou les POS en l'occurrence, qui ne peuvent plus être de toute façon modifiés, qu'elles n'ont plus aucune capacité à construire d'ailleurs, puisque donc c'est un peu une erreur, pardonnez-moi ce que vous dites, puisque les communes qui reviennent dans le champ d'application de leurs documents d'urbanisme antérieurs, PLU, voire même POS, conservent les capacités à construire liées à l'application de ces anciens documents d'urbanisme. Bien, donc on n'annihile pas complètement pour les 3 ou 4 ans à venir toute capacité constructive de logements ou de logements sociaux d'ailleurs, puisque déjà préalablement au PLUH, beaucoup étaient entrés dans ce champ de construction des logements sociaux, et le pacte que nous avons voté permet aux communes d'ailleurs de s'appuyer sur ce pacte métropolitain dans l'instruction de leurs permis et dans le dialogue avec les porteurs de projets, que ce soit les bailleurs sociaux ou les promoteurs privés. Voilà, donc il ne faut pas voilà, être aussi définitif que ça. Et pour nombre, comme l'a très bien expliqué Madame Lénion, pour celles et ceux qui ont souhaité accompagner ou demander des modifications de documents d'urbanisme, pour la grande majorité d'ailleurs, il s'agit de la construction d'équipements publics qui sont nécessaires, comme des écoles, comme des collèges, comme des salles de sport, donc qui sont des équipements publics qui sont rendus nécessaires par l'activité et leur commune, et qui ne sont pas exclusifs ou qui n'excluent pas toute construction de logements et de logements sociaux. Alors, je valide tout ça, bien sûr, ce qui vient d'être dit, mais je voudrais rajouter un élément, c'est que toutes les communes ne sont pas en capacité d'accueillir des nouvelles constructions, n'ont pas toute la capacité à accueillir les constructions et des nouveaux logements. Vous savez très bien que dans le cadre du PLUH, on a prêté une attention très, très forte, d'ailleurs dans le cadre du POA, sur le fait de concentrer la constructibilité et la construction sur des territoires qui étaient en capacité de bien accueillir dans de bonnes conditions, donc à proximité de transports structurants ou de transports en commun, à proximité de quartiers ou de villes bien équipées, avec des aménités, avec des équipements sportifs, avec tout ce qui peut faire la qualité de vie, tout simplement, des espaces verts, tout ce qui fait la qualité de vie des nouveaux habitants. Donc toutes les communes ne sont pas dans le même dispositif, ne sont pas toutes prêtes à accueillir de la même façon. Donc certaines communes peuvent accueillir davantage que d'autres parce qu'elles sont plus proches d'équipements et de services que d'autres. Donc ça, c'est un premier point. Et puis nous veillerons, alors c'est compliqué, nous regarderons de très près la consommation foncière actuelle, puisque vous le savez, depuis août 2021, les compteurs tournent, c'est-à-dire que toutes les autorisations d'urbanisme qui sont délivrées, alors en zone identifiée, j'entends, hein, pas dans le territoire déjà artificialisé, mais dans les territoires ENAF, il y a des autorisations, il y a des droits. Il y a des droits à bâtir qui sont donnés par le document d'urbanisme antérieur. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et on va essayer d'avoir avec la complicité, entre guillemets, de tous les élus, essayer de regarder
l'évolution de la consommation foncière de manière à ne pas aggraver une situation qui est déjà pour nous excessivement complexe, puisqu'on le sait, nous devrons diviser par 2 notre consommation foncière sur les 10 ans à venir. Donc il y a un travail, chaque élu est responsable dans sa commune de la délivrance des permis de construire. On compte sur la plupart des élus, même tous les élus, pour négocier et faire en sorte qu'il y ait le moins d'ENAF consommé, de manière à ne pas compromettre notre PLU, notre document d'urbanisme futur. Mais toutes les communes, je le répète, ne sont pas dans le besoin d'accueillir de la même façon. Donc il y a certaines communes qui sont éloignées, qui ont moins de constructibilité et qui en auront peut-être toujours d'ailleurs actuellement, qui ne seront peut-être pas privées de construire parce que le poste n'interdit pas de construire malgré tout. Merci. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée à l'unanimité.